Bonsoir à tous. Alors, on termine les quelques petits réglages. Alors, je vois qu'on a déjà quelques personnes qui commencent à se connecter. C'est super. Bonsoir, bonsoir. On va attendre que Inès nous rejoigne. Bonsoir à toutes. Hello. Bonsoir Inès. Comment allez-vous? Moi, je t'entends pas, hein, Red. Je sais pas si Alors, c'est normal, mais je t'entends pas. alors, est-ce que vous m'entendez? Non, je t'entends pas. Hmm. Ça va être difficile de poser des questions. Alors, un instant. Alors, il y a Sidonie qui dit qu'il m'entend bien. C'est bon. Oui, là, je t'entends. Super, merci Sidonie. Bon, il est 18h30, je pense qu'on va pouvoir commencer. On a déjà quelques participantes. D'accord. Merci à toutes d'être là ce soir et bravo pour commencer, puisque si vous êtes là, ça veut dire que vous êtes déjà intéressés par la thématique de l'investissement. Donc, félicitations de nous rejoindre ce soir. Donc, l'objectif, c'est de revenir sur les bases de l'investissement, mieux comprendre les bases pour sauter le pas et investir. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'inviter Inès de Dinechin ce soir. Donc, Inès, qui est l'ex-CEO d'Aviva Investors France et aujourd'hui présidente du conseil d'administration de Scope Group. Inès, je laisse la scène pour vous présenter. D'accord. Alors, je suis aussi aujourd'hui directrice générale d'une société qui s'appelle Ficofi, qui n'est pas dans la finance, mais qui est dans le vin. Donc, ça n'a rien à voir avec la finance. Mais sinon, mon parcours, j'ai fait 30 ans dans l'industrie financière, avec 20 ans dans la banque, dans le secteur bancaire, dans le groupe Société Générale, principalement dans les marchés de capitaux. Et puis, à l'issue de ces 20 ans dans la banque, je suis partie pendant 10 ans prendre la direction générale de deux sociétés de gestion, donc gestion d'actifs, l'une qui s'appelle Lixor Asset Management, l'autre qui était une filiale du groupe d'assurance anglais Aviva, qui s'appelle Aviva Investors. Voilà, en gros, c'est assez rapide parce que c'est assez simple. 20 ans de secteur bancaire, 10 ans de secteur de gestion d'actifs et avec un rôle de direction générale, et depuis quelques mois dans le vin. Voilà. Super, merci beaucoup Inès pour cette présentation. Donc, comme vous le voyez, ce soir, on a la bonne personne pour nous expliquer les bases de l'investissement et comprendre tout ce qui se cache derrière ce jargon financier. Donc, comment la session va se dérouler? Donc, on va échanger avec Inès. Je vais lui poser quelques questions sur les bases de l'investissement et ensuite, elle pourra également répondre à vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat qui est en bas à droite pour poser vos questions et puis on y répondra en seconde partie de webinaire.
OK, donc Inès, moi, pour commencer, il y a une question que je me posais sur l'investissement. C'est, quels sont les prérequis pour investir? Est-ce qu'il y a des cases à cocher ou est-ce qu'on peut se lancer comme ça, on décide d'investir et c'est parti, on y va? Alors, c'est une vaste question. Il y a probablement plusieurs angles, donc je vais essayer de ne pas trop m'embrouiller, mais n'hésite pas aussi à intervenir. Pour moi, il y a un prérequis à l'investissement, c'est de vouloir investir. Donc, c'est de vouloir mettre de l'argent de côté pour préparer son futur financier. Et pourquoi il faut vouloir investir? C'est parce que, à mon sens, il faut investir. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se poser la question de savoir est-ce que je veux investir, mais il faut se poser la question de savoir comment j'investis. Et pourquoi il faut investir? C'est très simple. C'est qu'il faut pouvoir prendre en charge son avenir financier et notamment être capable de préparer son futur quand à un moment donné, au début de sa vie, une fois qu'on a commencé à travailler, au début de sa vie, on a la capacité de travailler pour gagner de l'argent. Il y a un moment donné, pour une raison ou une autre, où on peut se retrouver dans une situation où on ne peut plus travailler, l'âge notamment, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle de retraite, mais à un moment donné, on n'a plus la possibilité de travailler, donc il n'y a plus de rentrée d'argent si vous ne pouvez plus travailler. Donc rien que pour cette raison-là, il faut préparer son avenir en se disant, je veux essayer que dans tous les cas de figure, je me retrouve dans une situation où je peux continuer à vivre et donc j'assure un avenir financier. Et on avait la chance, on avait l'aubaine pendant des décennies, ça a duré 40, 50 ou 60 ans, d'avoir un système financier en France, on a eu beaucoup de chance, qui nous a beaucoup pris en charge. Pourquoi? Parce que finalement, les 3 gros postes les plus importants de notre vie, que sont la retraite, justement, quand on ne peut plus travailler, que sont la santé et que sont l'éducation des enfants, ce sont 3 domaines sur lesquels le système et toute notre prise en charge publique nous prenait complètement en charge de façon très, très, très bonne. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'on sait que ce dispositif, qui certes va continuer à exister, je l'espère, très longtemps et bien, mais néanmoins, il va forcément être un peu moins généreux dans le futur et on ne peut plus s'appuyer et penser que ce système va porter la totalité des besoins que je vais avoir. Donc, il faut investir. Et puis, l'autre raison pour laquelle il faut investir, c'est que, comme je le disais, quand vous travaillez, vous faites rentrer de l'argent dans votre foyer, mais à un moment donné, on peut se dire, mais pourquoi il n'y aurait que moi qui travaille, ou moi et mon conjoint qui travaillons? Finalement, il y a un système où je peux faire travailler quelqu'un ou plutôt quelque chose en plus de moi ou de moi et de mon conjoint et qui est mon argent. Donc, à un moment donné, c'est pas idiot de se dire, plutôt que je sois seule à travailler, je vais travailler moi et mon argent à côté. Donc, ça permet d'avoir moins travaillé ou, comme je le disais précédemment, de pouvoir s'arrêter de travailler. Donc, pensez à créer petit à petit de l'argent, à mettre de côté de l'argent pour le faire travailler à votre place, ça me paraît très important et je dirais il le faut. Donc ça, une fois que j'ai dit qu'il fallait, c'est quels sont les prérequis. Donc j'ai dit, il faut travailler, il faut avoir gagné de l'argent. Non, d'ailleurs, il ne faut même pas travailler. J'ai une fille qui ne travaille pas encore, qui n'est pas encore majeure, qui est encore allée au lycée, et qui me disait l'autre jour, maman, je veux investir. Ça ne venait pas de moi du tout. Donc, elle me dit, maman, je veux investir dans des actions. Et pourtant, elle ne gagne pas sa vie, elle a juste un peu d'argent de poche de temps en temps. Donc, voilà. Donc, il faut juste avoir un peu d'argent, recevoir un peu d'argent d'une manière ou d'une autre. C'est un prérequis, évidemment, si on n'a pas d'argent. Mais par contre, si on a un peu d'argent, et je vais prendre un cas plus général, qui est quand on travaille, toujours prendre une petite partie, plus ou moins grosse en fonction de son niveau de rémunération, mais toujours penser à mettre une petite partie de côté, plutôt que d'acheter le dernier téléphone à la mode, plutôt et de le changer tous les 2 ans, je vais le changer peut-être un peu moins souvent, mais je vais mettre un petit peu de tout cet argent que je gagne de côté. Et ça me paraît important. Donc, le prérequis, évidemment, c'est d'avoir de l'argent.
Et après, le second prérequis, c'est simplement de se poser la question, c'est est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai l'appétit, l'envie d'y passer du temps moi-même et donc de passer du temps et donc de faire des investissements plus directs moi-même. Est-ce que ça m'intéresse? Il y a des gens que ça intéresse. Ou est-ce que finalement, ce n'est pas forcément mon attrait, j'ai d'autres priorités où mettre mon temps, je n'ai pas le temps de m'en occuper, et du coup, plutôt à ce moment-là, se poser la question de comment je me fais accompagner. Et dans la plupart des cas, je pense que tout le monde n'a pas envie de passer beaucoup de temps à gérer son argent. Et donc, une des manières de ne pas trop y passer de temps, c'est de se bien faire accompagner et de bien se faire accompagner. Donc ça, c'est important. Inès, je me permets de vous couper, mais alors question très, très basique, mais vers quel acteur on peut se tourner aujourd'hui pour investir? Alors, les acteurs aujourd'hui en France, je dirais les plus courants, il y a trois catégories. Il y a les banques qui ont des secteurs d'investissement. Toutes ont un secteur d'investissement, d'épargne. Il y a les compagnies d'assurance, un des gros, et on y reviendra, je crois, RL, un des gros vecteurs d'investissement en France, c'est le contrat d'assurance vie. Aujourd'hui, il y a un autre contrat côté assurance qui s'est développé, qui est le PER, le plan d'épargne retraite. Donc, c'est un autre vecteur d'investissement. Et les troisièmes acteurs sont les conseillers en gestion de patrimoine indépendants, qui sont des indépendants autonomes qui travaillent en parallèle des banques et des assureurs et qui, par contre, achètent leurs produits ou prennent les produits qu'ils proposent à leurs clients chez les banques, dans les banques ou les assurances. Ok, super. Merci beaucoup pour la réponse. C'est très clair. Donc, il faut donc investir pour résumer, pour donc préparer son avenir, sa retraite, par exemple, ou également des moments qu'on peut consacrer pour l'éducation des enfants ou d'autres choses qui peuvent arriver dans la vie, la santé, et aussi investir pour finalement faire travailler son argent pour soi. Aujourd'hui, si je peux aussi ajouter, je pense que l'inflation fait que il ne faut pas laisser son argent sur des livrets d'épargne. Finalement, on perd, si j'ai bien compris, on perd de l'argent plutôt qu'on en gagne. Alors, oui, ce que tu dis là, c'est la chose suivante. C'est que quand on a de l'argent sur son compte en banque, il n'est pas rémunéré. Donc, si vous avez 1 000 € sur votre compte en banque, vous aurez toujours 1 000 €. Mais avec l'inflation, ces 1 000 € qui valent aujourd'hui 1 000 €, si vous avez 1% d'inflation, dans 10 ans, vous aurez eu 10% d'inflation, et ben ces 1 000 € ils n'auront plus que 900 €. Et donc, votre capacité d'achat, votre pouvoir d'achat, il va avoir diminué alors que vous n'avez rien fait. Vous avez toujours 1 000 €, mais ce sera un équivalent à 900 €. Et donc, vous achèterez l'équivalent en biens. Vous achèterez moins de choses que si vous le dépensez immédiatement. Donc, effectivement, laisser dormir de l'argent sur la banque, ce n'est pas de l'investissement et ce n'est pas une bonne manière de préparer son avenir financier, de protéger son avenir financier, puisqu'il se dévalorise si on n'en fait rien. Donc, il est effectivement important d'aller vers des placements qui permettent à minima, et on verra probablement après le style de type d'investissement qu'on peut faire, mais qui c'est idéal, ça serait d'être au moins au niveau de l'inflation, au moins vous ne perdez pas d'argent, vous n'en gagnez pas. On verra qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de supports qui probablement ne permettent même pas de compenser l'inflation. Donc, surtout pas le laisser dormir et faire attention un peu après à essayer à trouver des supports et des choix qui ne dévalorisent pas l'argent que j'ai gagné, que j'ai mis de côté, parce que ça serait un peu dommage d'avoir travaillé pour moins que ce pourquoi j'ai travaillé en réalité.
Super. Non, et c'est un enjeu très important aujourd'hui parce que pour rappel, les femmes détiennent 40% de la richesse mondiale. Ça, c'est le Crédit Suisse qui le dit dans son dernier rapport. Mais seulement 5% de cette richesse est investie. Donc, ça veut dire qu'il y a une grosse partie de la richesse détenue par les femmes qui finalement est encore détenue sur les livrets d'épargne aujourd'hui. Ouais. Et je pense que c'est dommage parce qu'il y a effectivement une méconnaissance. Alors, ce qui est vrai, c'est que quand de façon générale, on n'aime jamais aller dans des endroits où on n'a pas suffisamment de connaissances. Le manque de connaissances crée une incertitude et une incertitude crée une inquiétude. Et effectivement, quand on fait de l'épargne, il faut avoir un minimum de connaissances. On n'a pas besoin d'avoir des tonnes de connaissances, mais il faut avoir un minimum de compréhension parce que on fait quand même des choix et il faut les faire et essayer de trouver et c'est pour ça que je parlais d'accompagnement parce que c'est pas forcément non plus un monde extrêmement simple. Donc se faire accompagner, c'est pas idiot. Avoir des experts à ses côtés, c'est une bonne idée pour faire les bons choix quand on n'a pas le temps ou pas la connaissance. Mais il faut quand même avoir un minimum de connaissances parce que cette connaissance donne du confort et donne une bien meilleure capacité à gérer son épargne. C'est sûr que moins on se penche dessus, plus c'est un monde qui vous est inconnu et plus il vous inquiète. Et du coup, il y a un peu un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Le cercle vicieux étant que plus vous en l'éloignez, plus il vous fait peur, moins vous investissez et donc moins c'est bon pour vous. Bien sûr, c'est vrai que moi, quand je pense investissement, je vois tout de suite un homme dans une salle de marché en train d'acheter des actions. Et d'ailleurs, j'aimerais peut-être que vous nous précisiez quelle est la différence entre investir et spéculer. Alors, c'est pas du tout la même chose, effectivement, parce que investir, l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de placer son argent pour le faire fructifier, pour qu'il travaille et pour qu'il génère lui-même de l'argent. D'accord? Donc, l'objectif, c'est en fait, vous avez de l'argent, vous l'avez gagné, faisons-en quelque chose pour que lui-même génère de l'argent et qu'à la fin, il y en ait plus. Et investir, c'est une dynamique sur la durée. Elle n'a pas vocation à essayer de faire des coups. Spéculer, c'est en fait essayer de tirer parti d'opportunités sur les marchés, et là en l'occurrence sur les marchés financiers, mais on peut spéculer sur plein d'autres choses. On peut spéculer sur l'or, sur le blé, sur les voitures, sur les bijoux. On peut spéculer sur des tonnes de choses. Et donc la notion de spéculer, c'est en fait d'essayer de tirer parti d'opportunités de marché pour gagner de l'argent. Donc ça va être sur les marchés financiers, ça va être essayer d'acheter pas cher pour revendre plus cher. Mais alors, quand on spécule, il faut avoir des très bonnes connaissances. 2, il faut avoir beaucoup de temps. Et c'est des métiers, enfin, c'est un peu des dynamiques un peu d'experts et voilà. Et ça peut être intéressant, ça peut être stimulant, etc. Mais on ne peut pas spéculer si on n'a pas le temps de se parler. L'investissement, c'est vraiment quelque chose où on se dit, voilà, j'ai de l'argent, je ne veux pas le dévaloriser, je ne veux pas qu'il se dévalorise en le mettant sous mon matelas ou dans mon compte en banque. Et du coup, j'en fais quelque chose pour qu'il ne perde pas de valeur, voire qu'il en garde. Mais ce n'est pas du tout le même état d'esprit. Et d'ailleurs, la spéculation se fait à court terme, parce que l'investissement se fait plutôt à long terme. Ok. Merci pour l'explication, c'est très clair. Je pense que là, on peut passer à la partie plus, on va dire, plus dans le vif du sujet sur finalement quels sont les produits dans lesquels on peut investir. Alors déjà, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'au final, il y a deux choses différentes. C'est ce dans quoi on investit, donc les classes d'actifs, et les comptes via lesquels on investit. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur les classes d'actifs, que vous nous expliquiez un petit peu la différence entre les actifs qui existent aujourd'hui? Alors oui, juste pour repréciser ce que tu dis qui est tout à fait juste, il y a des enveloppes d'investissement. Tout le monde entend parler de l'assurance vie, du PEA, du compte titre, etc. Donc, c'est des mots qu'on expliquera probablement tout à l'heure. Mais ce sont des enveloppes. Ça ne fait pas un investissement. Dans ces enveloppes, on va mettre des choses qui sont
des produits. Et ces produits, ces produits détiennent des expositions à différents sous-jacents, on va dire, différentes classes d'actifs. Donc, et ces classes d'actifs, je dirais, on peut les catégoriser de plusieurs façons, mais je dirais, il y a d'abord une façon simple de les nommer, c'est qu'il y a des catégories d'actifs où vous détenez une entreprise, où vous allez acheter un bout d'entreprise, d'accord? Et il y a des actifs où vous allez prêter de l'argent à une entreprise. D'accord? C'est deux catégories d'actifs. Donc, les unes s'appellent les actions, les autres s'appellent les obligations, les emprunts. Ce sont deux choses totalement différentes, puisque vous voyez bien que dans un cas, vous détenez une partie d'une entreprise, donc vous achetez un petit bout de Total, ou vous achetez un petit bout de la boulangerie d'à côté, et donc vous allez avoir un résultat de votre investissement qui va dépendre de la bonne forme et des résultats de l'entreprise. Là où quand vous prêtez de l'argent, vous n'allez pas du tout avoir un résultat en fonction de la manière dont fonctionne l'entreprise, si ce n'est que vous allez être payé pour prêter. Donc, vous prêtez de l'argent pour prêter. Si je te dis, RL, si tu me dis prête-moi 100 €, je te dis oui, mais qu'est-ce que tu me donnes en échange? Et tu vas me dire, je prête 100 €, et je te redonne 105 € dans 3 ans quand je te les rends. Et là, je te dis, c'est intéressant. Si tu me dis, je te les prête et pour rien, je dis, si tu es une bonne amie, je vais te les prêter. Mais si tu es un inconnu, pourquoi je te prêterai 100 € et pour rien avoir? Donc, tu vas dire, voilà, je vais vous rendre 5 €. Et ces prêts, c'est la première chose que l'entreprise doit rembourser. D'accord? Donc, quand elle a de l'argent, elle va toujours rembourser les prêts d'abord. Elle va rembourser aussi, bien sûr, les créances sur les salariés, etc. Enfin, il y a plein d'éléments qu'elle doit rembourser. Et elle donnera de l'argent à la fin à celui qui détient l'entreprise s'il en reste. Donc, on voit bien que ces deux typologies d'investissement qui sont assez différents, puisqu'il y en a une qui est je prête un peu, je reçois de façon régulière, et finalement, mon risque, il est que si l'entreprise fait faillite. Et dans l'autre cas, c'est je mets de l'argent dans l'entreprise et finalement, selon la bonne santé et la manière dont elle évolue, je vais gagner plus ou moins d'argent sur cette classe d'actifs. Donc ça, c'est deux typologies. Il y a une autre aussi chose qu'il faut savoir, c'est que dans ces deux catégories d'actifs, vous en avez certaines qui sont dites publiques, donc qui sont cotées. Vous pouvez les acheter sur un marché financier. D'accord ? Donc, il y a le marché des actions. Vous connaissez toutes ou tous le CAC 40. D'accord ? Mais il y a aussi un marché des obligations où on peut aller acheter des obligations totales, des obligations. Alors, le marché des obligations est un peu plus compliqué pour le particulier, mais globalement, ça s'achète de la même manière sur un marché. Et puis, vous avez les mêmes catégories d'actifs, mais qui sont privées. Donc, elles ne sont pas cotées. Et là, elles s'échangent de gré à gré parce qu'il y a quelqu'un qui a une action ou une obligation et qui va l'échanger à quelqu'un d'autre. Mais ça ne va pas se faire à travers un marché. Donc, vous avez des... Et en fait, c'est à peu près la seule chose qui existe. Et après, là-dessus, vous avez plusieurs typologies. Vous pouvez avoir des actions internationales. Plutôt que d'acheter une action Total, vous allez acheter une action Shell. Vous allez acheter une action BP. Et là, ça devient international. D'accord ? Donc, vous ouvrez le monde. Soit vous avez un monde domestique, donc franco-français, et vous allez vous limiter là. Soit vous avez un monde international, et vous avez ces quatre catégories, c'est actions, obligations, et publiques et non publiques, cotées ou non cotées. C'est en gros, c'est à peu près là-dessus que tourne la majorité des investissements. Après, il y a on peut rentrer dans des produits un peu différents. Vous avez peut-être parfois entendu parler des produits structurés, etc. Mais les produits structurés, c'est finalement qu'un montage un peu particulier qui utilise elle-même les actions, les obligations. Donc, on revient toujours à ces deux grandes catégories. Soit vous détenez l'entreprise elle-même et du coup, vous avez une espérance de rendement plus important parce que vous prenez un peu plus de risques puisque vous êtes le dernier à être payé, entre guillemets. Mais par contre, du coup,
en échange pour vous prendre votre argent, on vous promet une rentabilité meilleure, une performance meilleure. Soit vous faites quelque chose de plus sécurisé, mais par contre, votre argent travaillera moins pour vous. Ok, donc ça c'était pour les classes d'actifs et comme vous le disiez, il y a aussi finalement des différences entre les pays et de ce que j'ai compris, ça va aussi influencer finalement l'enveloppe dans laquelle on va investir. Donc je pense que c'est une bonne introduction pour la partie supérieure, c'est-à-dire les différentes enveloppes. Alors on appelle ça enveloppe fiscale, c'est un grand mot pour décrire différents types de solutions d'investissement. Donc, on entend souvent parler du PEA, compte titre, assurance vie. Alors, c'est pas un grand mot parce que, en fait, c'est un biais très français. C'est-à-dire que pourquoi on parle d'enveloppe fiscale, c'est parce qu'en fait, en France, beaucoup de produits pour essayer d'attirer l'épargne des Français. Encore une fois, en France, l'épargne quelque part individuelle des Français, c'est un peu la cerise, c'est un peu la soif pour la poire pour la soif ou la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que le système prenant tellement en charge finalement de besoins que le besoin d'argent personnel en plus n'était pas énorme. Dans des pays anglo-saxons où personne ne va venir payer la scolarité de vos enfants qui coûte une blinde, ou personne ne va payer votre santé, ou si vous n'avez pas d'assurance pour ça, et où vous n'aurez pas beaucoup de retraite, évidemment, la réflexion est un peu différente, mais du coup aussi, le type d'investissement est différent. Donc en France, on a voulu attirer l'argent des épargnants parce que ce n'était pas forcément complètement naturel que les gens épargnent puisqu'ils n'avaient pas forcément besoin d'épargner. L'idée n'étant pas forcément, comme je dis souvent, de mourir le plus riche de cimetière, c'est avant tout de savoir prendre en charge sa vie jusqu'au bout. Et du coup, le système français s'est créé de l'épargne, s'est créé beaucoup autour d'enveloppes qui avaient une attractivité fiscale pour pousser les gens à épargner. Et donc, la plupart des enveloppes qui existent en France sont des enveloppes qui vont avoir un effet fiscal, et moi je dis un biais fiscal, parce que du coup, vous prenez des décisions non seulement en fonction du sous-jacent sur lequel vous voulez investir, mais en plus avec un biais de comportement lié à cet effet fiscal qu'il y a derrière. Donc, sur les enveloppes fiscales, donc comme je disais en France, l'assurance vie, c'est 85 à 90% de l'épargne française. En dehors de l'épargne réglementée, ce qu'on appelle l'épargne réglementée, c'est le livret A, c'est le plan d'épargne logement, ce sont ces épargnes qui sont offertes généralement c'est à la Caisse des dépôts, enfin qui peuvent être offertes par les banques, mais qui sont garanties par l'État. Si je mets ça de côté, qui est une partie non négligeable de coffre-fort, et ça j'appelle ça, c'est plutôt du coffre-fort, ces approches-là, notamment aujourd'hui où les rémunérations et les performances ont beaucoup baissé. Du coup, si je mets de côté cette partie-là, je pense que 90 à 95% de l'épargne en France sont dans des comptes d'assurance vie, enfin dans des contrats d'assurance vie. Pourquoi ? Parce que l'assurance vie avait, je dis avait et continue à avoir, mais avait beaucoup d'avantages fiscaux, et petit à petit, ces avantages fiscaux commencent à se diminuer un peu, mais il y avait des avantages fiscaux d'un côté, dont dans les avantages fiscaux, des avantages sur la succession, sur la fiscalité des successions aussi. Et donc, c'était une très belle enveloppe fiscale, et en plus, c'est un contrat qui s'est construit avec quelque chose qui est extraordinaire dans la vie de l'épargne, de l'investissement, c'est qu'il y avait un produit dans cette offre d'assurance vie, il y avait un produit qui est en garantie de capital. Donc, vous investissez, mais de toute façon, vous ne perdrez pas plus que votre argent. D'accord ? Donc, c'est moins risqué. Donc, c'est forcément moins risqué que quand vous n'avez pas de garantie de capital. Ça, c'est sûr. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces produits en garantie de capital, ils ne couvrent même plus l'inflation. Donc, aujourd'hui, le compte le fonds euro dans l'assurance vie, c'est un peu mieux que le compte en banque parce qu'il y a quand même une rémunération,
mais elle ne couvre pas l'assurance vie. Donc, vous avez le compte en banque qui, là, ne couvre définitivement pas le pouvoir d'achat, puisque vous perdez l'inflation tous les jours, et vous avez le contrat d'assurance vie qui rémunère et donc qui absorbe une partie de l'inflation, mais qui souvent, aujourd'hui, les contrats sont en dessous de l'inflation, donc vous perdez aussi un peu. D'accord. Du coup, dans ce contrat, du coup, juste pour aller jusqu'au bout, c'est que ces contrats d'assurance vie, ils avaient un contrat garanti avec un capital garanti, mais ils ont développé aussi une offre qui, là, revient à ce que je disais tout à l'heure, qui est une offre, ce qu'on appelle les unités de compte, d'accord, qui est à côté de ce fonds garanti. Et les unités de compte, là, ils vous font investir dans ce que j'ai expliqué tout à l'heure, soit des obligations, soit des actions. Après, on peut faire un mélange des deux. Donc, il y a des fonds qui font des mélanges des deux. Ça s'appelle des fonds diversifiés, etc. Donc, après, on peut faire des combinaisons multiples avec un peu comme une armoire avec différents tiroirs au final. Non, voilà. On peut mettre un peu dans chaque… Exactement. Vous avez des dizaines de milliers d'actions dans le monde et vous avez des millions de prêts, donc d'obligations, enfin de prêts ou d'obligations. Et donc, avec ça, vous pouvez jouer à une sorte de mécano assez structuré autant que vous voulez et jouer de différentes façons avec ça. Mais les grands principes sont extrêmement, je dirais, simples si on les prend de façon toujours identique. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur les principales caractéristiques de l'assurance vie. Oui. Il fallait peut-être que je dise un petit mot quand même sur les autres que l'assurance vie, donc le PEA et le compte titre. Donc le PEA, c'est une autre enveloppe fiscale qui, là, avait pour objectif de pousser les investissements en actions notamment, puisque l'action, c'est vraiment ce qui nourrit l'économie, ce qui permet à l'économie de bien se porter, puisque quelque part, on permet aux entreprises d'exister, de se développer, etc., en leur donnant de l'argent directement, entre guillemets, au lieu de faire que leur prêter pour leur reprendre. Là, on leur donne et puis on peut les revendre à un moment donné. Mais, et du coup, là encore, pour pousser, pour flécher l'épargne et aider à l'épargne pour nourrir l'économie réelle, on a développé une enveloppe qui s'appelle le PEA, qui a des caractéristiques fiscales attrayantes de non-fiscalisation des plus-values, donc de l'argent que vous allez avoir gagné grâce à ces placements au bout d'un certain nombre d'années, et qui du coup, par contre, a des contraintes qui est de l'investissement dans les actions, donc dans la catégorie je détiens l'entreprise. Après, ça peut passer par des actions en direct, par des fonds en actions, voilà, on revient à des enveloppes un peu différentes. Et le compte titre, c'est simplement un compte qui vous appartient à côté de votre compte courant et qui, quand vous achetez des actions, là pour le coup, ou des titres, on le met et qu'il n'y a pas, vous ne pouvez pas le mettre dans votre PEA parce que ça ne correspond pas. L'assurance vie, c'est géré par d'autres que vous, c'est-à-dire que vous déléguez la gestion. Et si vous voulez gérer vous mettez dans ce qu'on appelle un compte titre. Et là, vous mettez ce que vous avez décidé d'investir en direct. Et donc là, pour le choix, c'est des gens qui investissent en direct et qui vont vouloir acheter des actions ou alors qui vont aller déléguer à des experts en actions et qui eux-mêmes vont le mettre dans les comptes titres parce qu'à un moment donné, il faut bien que les actions ou les fonds en actions se positionnent quelque part. C'est quelque part votre compte épargne. On va dire que le compte titre, c'est votre compte épargne actif. D'accord. Et donc, pour revenir sur un peu la différence entre les trois, notamment en termes de projet de vie, par exemple, et de temps d'investissement, enfin de temps avant de pouvoir débloquer cet argent que j'investis, quelles sont les principales différences entre les trois Alors, en fait, les trois enveloppes n'ont pas du tout la même vocation, et c'est pas une question, pour moi, c'est pas une question de vocation de l'investissement. Parce que finalement, vous pouvez faire la même chose à travers un contrat d'assurance vie avec les unités de compte. Vous allez avoir à peu près les mêmes expositions qu'avec un PEA. Vous pouvez mettre à peu près la même chose dedans. Vous allez pouvoir mettre un fonds, choisir un fonds action, etc. Dans l'assurance vie, donc dans le compte PEA,
Par contre, il y a des contraintes. Vous n'allez pas pouvoir mettre n'importe quoi. Par exemple, comme c'est ça a pour vocation le PEA à financer l'économie réelle, au début française, maintenant européenne, vous n'avez pas le droit de mettre, par exemple, des actions japonaises là-dedans. Donc, si vous avez très envie d'investir en pensant que le marché des actions japonaises, le marché japonais va être en fort développement et donc les entreprises vont se valoriser, vous avez envie d'investir là, vous ne pourrez pas le mettre dans votre PEA. Vous ne pouvez pas le mettre non plus dans votre compte d'assurance vie si votre assurance vie ne vous propose pas un fonds en actions japonaises. Et peut-être qu'ils vous en proposent. Voilà. Donc, ce n'est pas la finalité, c'est plus, et je reviens au point de départ initial, c'est plus quelle optimisation fiscale j'en fais. D'accord. Aujourd'hui, très honnêtement, moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, l'assurance vie a un intérêt pour une épargne, je dirais, pour une épargne de sécurité. Mais aujourd'hui, avec les rémunérations qu'il y a des contrats d'assurance vie, et ce n'est pas de leur faute, hein, c'est la manière dont ils se sont construits, mais du coup, il y a des couches de frais qui fait qu'on peut avoir un effet similaire avec une meilleure performance si on le fait différemment. Par contre, l'avantage de l'assurance vie, c'est comme je disais, c'est que les gens gèrent à votre place généralement. Vous avez des conseillers qui vous accompagnent dans l'assurance vie, etc. Donc, quelque part, c'est plus simple aussi. Mais ça a un coût. Parce que vous en occupez moins et vous pouvez plus probablement déléguer en partie les choix, etc. Et alors, si vous êtes dans le fonds euro, là, carrément, ce n'est pas vous qui le décidez. Vous avez quelqu'un qui gère les fonds euros et les fonds garantis pour votre compte. Donc, vous n'avez pas du tout à vous en préoccuper, juste à regarder ce qui se passe, à recevoir votre relevé de compte une fois par an et à savoir ce qui s'est passé, ce qu'a fait le gérant. Mais voilà, donc je regarderai pas les enveloppes comme selon un projet de vie, mais plutôt avec les avantages et les inconvénients de chacun par rapport à la simplicité, à l'intérêt, au fait que certains aient des limites de plafond et que du coup, de toute façon, je ne peux pas faire n'importe quoi avec. Voilà. L'assurance vie, elle garde un intérêt dans une notion de succession. Donc, je dirais, c'est plutôt pour moi l'assurance vie aujourd'hui, c'est notamment quelque chose qu'il faut regarder de près quand on commence à avoir un certain âge et qu'on veut réfléchir, ou même avant d'ailleurs, mais si on veut réfléchir à une notion de passation de son patrimoine, ce qui ne sont pas normalement des réflexions que vous avez tout de suite, parce que quand vous commencez votre vie professionnelle, etc., vous construisez plutôt l'épargne pour vous avant de le construire pour les gens à qui vous voulez le donner. Ok, très bien, super. Bah, écoutez, je m'adresse aux participantes. Si vous avez des questions à Inès, surtout, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On peut aussi répondre au fur et à mesure. En tout cas, moi, je serais curieuse de savoir si vous aviez déjà entendu parler ou pas de ces différentes enveloppes. Alors, peut-être de l'assurance vie, mais des autres solutions également. Moi, c'est vrai que c'est des solutions que je connaissais de nom, mais que je ne comprenais pas forcément avant. Donc, merci pour ces précisions. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de plateformes qui permettent d'investir ou d'acheter des actions. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles solutions d'investissement ? C'est comme tout, les plateformes d'action, c'est pour les gens qui ont décidé de passer du temps à un peu avoir un certain degré de connaissance de ce monde-là, de ce monde des actions, et qui ont envie de le faire eux-mêmes. Donc pour moi, c'est pas forcément inintéressant, mais il faut y passer du temps, donc il faut que ça vous intéresse, parce que sinon de toute façon ça sert à rien. Donc ça s'adresse pour moi à une petite partie. C'est une petite partie de la population qui doit épargner, parce que beaucoup de gens n'ont pas forcément le temps ni l'envie d'y passer. Donc pour moi, les plateformes d'action, c'est bien. Et après, il y en a plein, mais c'est pour les gens qui ont envie de se créer un petit portefeuille de lignes directes d'action et ont envie de suivre les entreprises qu'elles achètent et d'y passer un certain temps.
Je ne suis pas complètement convaincue que ce soit une grosse partie de la population et ni une grosse partie des gens qui nous écoutent. D'accord, ok. Alors là, on a une remarque de Sidonie qui nous dit donc oui, de non. Alors je pense que peut-être Sidonie, vous parliez de l'assurance vie ou des autres produits, c'est pas précisé, mais donc j'ai l'impression que c'est beaucoup de temps passé pour peu de revenus au final. Donc c'était sur l'assurance vie. Non, alors l'assurance vie, c'est la partie où il y a peu de revenus, on n'y passe pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que c'est le fonds garanti. Vous avez juste envie d'avoir un coffre-fort un peu mieux que votre compte en banque et du coup, vous le mettez sur un compte d'assurance vie. Là, vous avez peu de revenus au final, c'est vrai, mais vous avez peu de risques aussi. Par contre, dès que vous attaquez sur l'assurance vie, sur les unités de compte, alors là, vous pouvez tout à fait avoir des revenus significatifs et du temps passé. Après, sur l'assurance vie aussi, vous pouvez avoir des gens, des conseillers en assurance vie, parce que généralement, quand vous avez une assurance vie, vous avez un intermédiaire qui vous a vendu, un distributeur qui vous a vendu l'assurance vie, et vous lui demandez qu'il vous conseille, et lui vous reviendra en vous disant, ben voilà, en ce moment, ça nous paraît pas mal d'investir là-dedans, etc. Encore une fois, il faut y passer du temps, mais si vous y passez du temps et que vous vous penchez un peu dessus, il y a des revenus qui arrivent et ça vaut la peine, encore une fois, parce que ça vous permet de gagner de l'argent sans que ce soit vous-même qui y ayez passé du temps énorme. Vous avez passé du temps pour comprendre quand vous avez dit oui pour l'investissement, mais après, c'est l'argent, il travaille tout seul, il travaille sans vous. Donc, après, on peut oublier cette partie-là. On laisse l'argent travailler. Exactement, on laisse l'argent travailler et nous, on va dormir sur la plage en vacances, sortir avec ses amis, etc. Donc, non, ça vaut la peine. Mais par contre, il y a un minimum de temps d'investissement, mais comme dans beaucoup de choses. Hein, si vous voulez être bon quand vous jouez du piano, vous avez une partie du temps au début, c'est un peu pénible. Hein, c'est pas forcément hyper fun. Au début, il faut apprendre le solfège, apprendre à taper sur les notes, etc. Donc, oui, un peu de temps d'investissement nécessaire, mais c'est pas spécialement différent quand vous voulez bien jouer au tennis. Au début, vous ne jouez pas très bien et c'est pas hyper sympa. Donc, c'est un peu pareil. Pour préparer son avenir et puis aussi se préparer aux éventuels aléas de la vie. Alors, on a deux autres questions. Donc, on a Florence qui demande par quel type d'investissement vaut-il mieux commencer pour s'acclimater et apprendre les premiers réflexes? Alors, moi, je trouve que pour bien toucher du doigt finalement ce que c'est qu'un investissement, je trouve que le marché des actions n'est pas idiot, parce que le marché des actions, il réagit assez vite et donc il permet de bien toucher du doigt, de comprendre ce que c'est qu'un investissement, pourquoi un investissement est positif et fait de la performance et croît, pourquoi. Donc, quand on commence, mettre un tout petit peu d'argent, pas énormément, mais pour se familiariser, permet d'avoir, je pense, un peu des mécanismes, de comprendre et après de développer un peu plus loin ses connaissances. Et c'est quelque part un des marchés qui étant les plus réactifs et les plus efficaces, je dirais, en termes de compréhension des mécanismes, et pas idiot pour commencer. En plus, voilà. Mais il ne faut pas en mettre tout son argent parce qu'évidemment, après, on rentrera peut-être une prochaine fois sur quel type de mécanisme, comment on rentre sur le marché des actions. Voilà, où là, je vous dirais qu'il faut au contraire étaler dans le temps, faire tous les mois ou tous les trimestres, mettre un peu d'argent. Comme ça, on lisse tous les risques et ça se passe bien. Il n'y a pas de grand risque à ça. Mais voilà. Et pour commencer, c'est une bonne manière de toucher du doigt l'investissement, je trouve. C'est une bonne introduction à une question de Nawel qui demande, qui nous dit déjà que les ETF, donc c'est justement des solutions qui sont souvent utilisées par des plateformes digitales. Alors peut-être, je pense que c'est intéressant de revenir sur ce qu'est un ETF pour les autres participantes. Et ensuite, donc, qui demande, qui précise qu'il y a des robots advisors comme celui d'Elvest qui permet justement d'investir dans ce type de solution. Alors qu'est-ce qu'un ETF ? Alors, un ETF, c'est un fonds collectif
Donc, c'est la même chose. Il y a un autre mot que vous connaissez peut-être ou vous ne connaissez pas, mais c'est le même principe qui s'appelle ANOPCVM, qui est par exemple le sous-jacent de ce qu'il y a dans les unités de compte. C'est une enveloppe dans laquelle, qui est gérée par un expert et qui va avoir des spécifications d'investissement prédéfinies. Donc, c'est un fonds comme un autre. La différence entre l'ETF et les autres fonds, c'est qu'un ETF, la définition de son investissement est prédéterminée. Et donc, une fois qu'il est déterminé, par exemple, j'ai un ETF CAC 40, il fera que répliquer le CAC 40 parce que sa définition, elle est prédéfinie. Alors qu'un fonds collectif au PCVM CAC 40, vous pouvez avoir un ETF CAC 40 et un fonds CAC 40, lui, il est géré par un gérant actif qui va décider la façon dont il va essayer de répliquer l'indice du CAC, mais de faire mieux. Et donc, il va prendre des décisions actives. Donc, voilà. Donc, c'est deux manières d'investir. L'une qu'on appelle passive, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a déterminé le type d'investissement que je veux faire, je veux acheter des actions internationales, les 600, l'Eurostock 600, qui sont les 600 plus grosses actions européennes, j'achète un ETF passif, j'aurai ce que fait exactement les 600 actions européennes. Je veux un gérant actif qui fait de l'Eurostock 600, il va avoir comme référence l'Eurostock, mais il pourra jouer autour de ça et faire des choses un peu différentes. Son objectif étant de faire mieux, évidemment, que l'Eurostock 600. Il y a plus un objectif de performance. Donc, pourquoi les plateformes utilisent des ETF? C'est que les plateformes, vous avez le choix, quand vous voulez investir sur des actions, soit d'acheter des actions une à une. Et donc, si vous voulez répliquer le CAC 40, vous allez faire 40 actions. Donc, le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises qui sont à l'intérieur d'un même panier. Donc, vous avez le choix d'acheter. Et donc, si vous croyez à l'économie française, à la reprise économique, etc., vous allez vous dire, moi j'aime bien, je vais acheter des actions françaises. Vous allez acheter une à une toutes les actions du CAC 40. Quand vous achetez un ETF CAC 40, le gérant, il vous a mis lui-même déjà les 40 actions, vous n'avez pas à vous en préoccuper, et donc ça tourne tout seul. D'accord, ok. Alors, on a deux autres... Les mettre sur des plateformes, d'où l'intérêt de les mettre sur des plateformes directes, d'investissement direct, parce que du coup, vous avez quelque part des paniers qui sont prédéterminés et que vous pouvez plus facilement acheter que d'aller acheter après le ligne, qui est évidemment plus compliqué, demande plus de temps, encore une fois, etc. Et après, l'autre point, c'était, excuse-moi, il y avait une autre partie. Alors, non, c'était donc la partie ETF. Et puis, donc, Nawel nous parlait d'un robot advisor qui s'appelle Ellevest, donc, qui, me semble, est spécialisé justement également dans les femmes et l'investissement. Alors, les robots advisors, le principe, c'est de modéliser un mode de fonctionnement et d'investissement sur les marchés qui est prédéterminé par un modèle. Donc, on va en fait déterminer un modèle d'investissement que l'on pense positif. Quand on sort un modèle de robot advisor, l'idée, c'est d'avoir trouvé une méthodologie d'investissement qui est plutôt efficace. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, une fois que j'ai modélisé mon robot advisor, quand je confie mon argent à ce robot advisor, il va allouer tel que ça a été défini, et donc il le fait pour mon compte. Et du coup, vous avez derrière des experts d'investissement qui ont, je dirais, déterminé la méthodologie d'investissement et qui, du coup, vous permettent d'investir directement sur les marchés sans vous forcément avoir tous les besoins de réflexion de l'investissement individuel qui est fait. Par contre, encore une fois, ma recommandation toujours, c'est ne faites pas des choses que vous ne comprenez pas un minimum. Ce n'est pas la peine de comprendre tous les détails du fonctionnement dans les énormes détails et les 250 pages de documentation qui sont généralement données à l'investisseur pour être sûr qu'il a bien tout compris et que de toute façon, on ne lira jamais comme les clauses générales, les conditions générales de vente qu'on ne lit jamais. Mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Parce que sinon, on a des mauvaises surprises, alors que quand on comprend les grands principes d'investissement,
qu'est-ce qui va se passer si, ça vous permet d'être à l'aise avec ce qui… Oui, donc toujours se renseigner et puis bien se faire conseiller aussi sur son investissement. Alors, on a 2 autres questions. Donc, une question de Sarah qui nous demande si un conseiller en patrimoine est-il indispensable? Alors, encore une fois, ça dépend de votre degré de connaissance des marchés financiers et des dynamiques d'investissement et de votre envie d'y passer du temps ou pas. Donc, non, il n'y a pas d'obligation à avoir ça. Mais par contre, si vous n'avez… Ces gens, ce sont des spécialistes. Et d'ailleurs, il faut bien les choisir parce que parfois, ils sont spécialistes, parfois, ils le sont un peu moins. Donc, il faut s'assurer que ce soient des bons spécialistes en la matière. Mais l'avantage, c'est que vous êtes accompagné de gens dont c'est le métier et donc qui, normalement, ont une certaine expertise. Maintenant, si vous, ça vous intéresse d'investir directement et de prendre le temps de bien comprendre les mécanismes de l'investissement, vous pouvez tout à fait le faire. Voilà, il n'y a pas d'obligation à prendre un intermédiaire. Encore une fois, moi, autour de moi, par exemple, j'ai beaucoup de gens, ça ne les intéresse pas. Donc là, se faire accompagner, c'est bien. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on se fait accompagner qu'il ne faut pas comprendre ce que fait votre conseiller. Je suis tout à fait d'accord. Alors, on a une dernière question de Marie-Jo. Bonsoir Marie-Jo. Donc, qui nous demande, avec les taux des prix immobiliers qui vont augmenter, est-ce que vous pensez que les prix de l'immobilier en France vont baisser? Et donc, il soulève le fait que, voilà, parce qu'il y a moins de personnes qui pourront avoir accès à l'immobilier. Moins de personnes pourront y avoir. Je ne suis pas claire sur la seconde partie de la phrase. Je vais répéter. Donc, c'est avec les taux des prix immobiliers qui vont augmenter, est-ce que vous pensez que les prix de l'immobilier en France vont baisser parce qu'il y a moins de personnes qui pourront y avoir accès? Non, alors le mécanisme de l'immobilier, c'est qu'effectivement, il y a une indexation du prix de l'immobilier parce que les mécanismes font, et notamment l'indexation à l'inflation. Le prix de l'immobilier généralement bouge en même temps que l'inflation, et donc il y a une corrélation, une indexation de l'immobilier et des taux. Et donc, quand les taux montent, effectivement, le prix de l'immobilier baisse en général parce que, en partie parce qu'il y a moins de personnes qui y ont accès, mais surtout parce que dans le sous-jacent, le prix des loyers ramené au prix du bien, en fait, diminue si les taux montent. Voilà, c'est plus un mécanisme de construction du prix qui fait que les prix de l'immobilier. Maintenant, moi, mon sentiment, c'est que aujourd'hui et pendant un moment, les taux de prêt sont bas et ils sont très, 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 très bas en ce moment. Et ils étaient très, très bas il y a 2 ans et ils étaient très bas il y a 3-4 ans. Donc, on est dans des niveaux de taux qui, de toute façon, aujourd'hui, sont extrêmement attractifs pour l'immobilier. Il faudrait que les taux remontent peut-être au-delà de 4, 5 ou 6% pour que, à mon avis, ça ait un effet extrêmement fort sur la dynamique du marché de l'immobilier elle-même. Aujourd'hui, je pense que les prix de l'immobilier sont aussi en partie plutôt générés et la hausse par l'effet de rareté des biens parce que aujourd'hui on est plutôt en recherche de biens, il n'y a pas tout à fait assez de biens par rapport au nombre de personnes qui veulent acheter. Donc il y a quand même une dynamique du prix, c'est pas que les taux qui font le prix. Et je pense que l'effet taux arrivera si vraiment les taux montent beaucoup. Là, oui, effectivement, il y aura peut-être un effet sur le prix de l'immobilier fort. Mais il va falloir un peu de temps. Merci Marie-Jo, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Alors, il y a Sidonie qui rebondissait sur la discussion sur les conseillers et qui nous demande comment on choisit un bon conseiller. Alors, on choisit un bon conseiller déjà en se renseignant
c'est comme beaucoup de choses, c'est comme vos médecins, etc. Généralement, vous aimez bien avoir un bon conseil et vous cherchez autour de vous s'il y a des gens qui ont des conseillers. Donc moi, je pense qu'une manière d'avoir un bon conseiller, c'est de se renseigner autour de soi qui a un bon conseiller. Et après, pour moi, la manière de choisir un bon conseiller, donc, si soit vous avez des gens autour de vous et il faudrait avoir le choix entre 2-3 personnes qui vous disent bah oui, moi j'ai un conseiller, je le trouve bien, va le voir. Et puis après, vous allez voir les 2-3 et vous regardez quelle affinité vous avez, c'est-à-dire comment vous trouvez qu'il s'occupe de vous. Est-ce qu'il est pédagogue tel que vous en avez besoin vous? Est-ce qu'il amène bien son accompagnement? C'est très important pour moi que les conseillers soient des gens qui vous mettent à l'aise, qui vous donnent un niveau d'information qui vous parle, que vous comprenez et que derrière, vous puissiez certes leur faire confiance, mais leur faire confiance parce que vous comprenez ce qu'ils font et non pas leur faire confiance juste parce que quelqu'un vous a dit qu'il était bien, parce que ce n'est pas suffisant pour moi, à mon avis. Ça, c'est si vous avez des gens autour de vous qui ont déjà des conseillers. Au cas où vous ayez personne qui ont des conseillers autour de vous, ben là, moi, je vous conseille d'aller voir, de prendre 2 banques, 2 compagnies d'assurance, de taper qui sont leurs conseillers ou de taper sur leur site pour avoir accès à un conseiller et faire la même démarche que ce que je disais avant, rencontrer les 3-4 personnes et vous faire votre philosophie sur celui qui vous convient le mieux. Et tant que vous ne trouvez pas quelqu'un qui vous convient, continuez à chercher, à mon avis, parce qu'il y a des gens qui vous conviendront très bien, puis d'autres qui vous conviendront moins. Donc, une personne qui soit pédagogue et qui nous mette en confiance sur… Tout à fait. C'est très important. Encore une fois, c'est des gens qui sont là pour vous accompagner, pour vous servir. Et donc, il faut qu'ils fassent bien ça. Tant que vous considérez qu'il ne le fait pas bien, cherchez quelqu'un d'autre. Ok, très bien. Bah, merci Inès. Je vois qu'il nous reste 4 minutes. Alors moi, j'ai 2 choses alors à vous demander, une à Inès et une autre aux participantes. Alors, est-ce que vous auriez un dernier conseil à nous donner si on veut se lancer dans l'investissement? Comme là, aujourd'hui, ce soir, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de votre degré de volonté d'investissement et degré de connaissance. Donc, donner un conseil général est compliqué, mais si je veux donner un conseil, c'est toutes celles qui n'ont pas encore investi, investissez. Donc ça, c'est mon conseil du jour, c'est j'espère que j'aurai réussi à vous convaincre aujourd'hui qu'il faut investir, il faut épargner d'abord, parce que pour pouvoir investir, et une fois que vous avez de l'épargne, cette épargne, il ne faut pas la laisser dormir, il faut investir pour qu'elle travaille pour vous. Voilà. Ok. Merci pour ce conseil. Alors maintenant, je vous ai mis un petit sondage aux participantes. J'aimerais bien savoir si vous avez déjà investi ou pas. Donc, vous devrez pouvoir trouver le sondage. J'ai le droit de voter ou je n'ai pas le droit de voter? Bien sûr, tout le monde a le droit de voter. Moi, je vais… Si je réponds non, c'est embêtant. Okay, on a 11 votes, c'est bien. On a 9 participantes sur 11 qui ont déjà investi. Ça, c'est bien. Ça, c'est super. Bon, bah, c'est bien. On a un public averti. Voilà. Et pour les 82%, donc si je dois donner un conseil d'investissement, encore une fois, c'est difficile. Enfin, on dit toujours l'investissement, c'est quelque chose qui doit être construit à la main et au reflet de la personne. Donc, les recommandations très collectives comme ça, c'est très compliqué parce que chacun est dans une situation différente en fonction de l'âge que vous avez, la durée d'investissement du coup que vous allez regarder. Est-ce que c'est pour acheter votre résidence, votre résidence principale dans 5 ans ou est-ce que c'est pour préparer votre retraite dans 20 ans? C'est pas tout la même chose. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments, votre envie d'investir, le sens que vous voulez donner à votre épargne. On parlera peut-être une prochaine fois de l'investissement responsable, etc. Voilà. C'est la thématique. Il y a un énorme champ des possibles. Ce qui est important, c'est que l'épargne vous corresponde, qu'elle soit investie là où ça vous parle et avec les effets attendus
tels que vous les souhaitez. Voilà. Super. Et un conseil que je dirais, c'est quand vous êtes jeune, avoir plutôt envie d'investir sur les actions, parce que même si les actions sont plus, je dirais, bougent plus, sur la durée, elles ne sont pas plus risquées. Dès lors que vous ne faites pas du casino en disant je mise tout sur le rouge, donc j'achète une seule action. Après, il y a des principes dont on parlera peut-être une autre fois de diversification, etc. Mais quand vous êtes jeune et que vous commencez à investir, les actions, les supports actions sont les plus efficaces pour la construction de votre épargne. Quand vous êtes un peu plus âgé, que vous commencez à rentrer dans une période, par exemple, que vous êtes retraité, que vous allez utiliser votre épargne pour vivre en complément de vos revenus par ailleurs, en complément de revenus, à ce moment-là, vous peut-être mieux être sur une partie un peu plus sécurisée. Vous n'avez pas envie, à un moment donné, vous avez besoin de votre argent, que votre marché se soit écroulé parce que vous allez le consommer petit à petit. Donc, voilà. Très bien, merci pour ces derniers conseils et merci beaucoup Inès pour toutes les explications. Là, on a quelques petits messages sur le chat. Merci pour le webinaire. Donc, je crois que ça marque la fin de ce premier webinaire. C'était un premier test pour nous. Donc, merci à toutes pour votre participation. On aura d'autres webinaires. On va essayer d'en faire un par mois. Donc, surtout, n'hésitez pas si vous avez des thématiques à nous suggérer, des retours sur cette première édition. On est à votre écoute. Il me reste à vous souhaiter à toutes une très bonne soirée et vous dire à bientôt pour un prochain webinaire. Et merci d'avoir été là et j'espère à bientôt. Au revoir. Au revoir.